le président et l'enregistrement marche. Donc, elle est annoncée au printemps 2019. En fait, elle fait suite, au début des mobilisations, climat qui, en France débutent en fait, assez tôt du fait de la démission du ministre de l'environnement très fameux, enfin très connu, Nicolas Hulot, l'ancien présentateur télé, qui part à la fin août 2018. Des premières marches spontanées s'organisent à ce moment-là, au même moment où, de façon internationale, en Belgique comme en Allemagne et dans nombre de pays, des jeunes et des moins jeunes commencent à se mobiliser, à organiser des grèves et des manifestations dans les rues. Et bien sûr, les mobilisations de ceux qu'on a appelés les gilets jaunes débutent en France à partir de la mi-novembre et vont se poursuivre à peu près grosso modo jusqu'à l'été 2019. Et c'est ce qui conduit, dans ce moment, on va dire, de crise politique et de tensions sociales fortes, le président Macron a organisé dans un premier temps un grand débat national censé permettre la collecte de doléances et écouter, entre guillemets, le pays. Grand débat qui va se terminer par une conférence de presse donc, qui est organisée le 25 avril 2019. À l'origine, pour la petite histoire, ça devait être quelques jours avant, mais l'incendie d'un monument historique célèbre à Paris chamboule un peu les plans du président, qui donc le 25 avril annonce l'organisation d'une assemblée citoyenne qui aura pour tâche en fait de définir et d'aider le gouvernement à définir des mesures structurantes pour que la France réponde en fait aux engagements climatiques qu'elle a pris, notamment celle de réduire d'au moins 40% ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à leur niveau de 1990 d'ici 2030 et de faire cela dans, et c'est toute la beauté de la formule, un esprit de justice sociale. Le président précise à l'époque, et ça va être complété par une lettre de mission qui a été faite par le Alors, je vais Premier essayer de ministre, le mettre sur grand écran. par une lettre de mission du Premier ministre Édouard Philippe. Donc, ça précise que l'Assemblée sera constituée de 150 membres qui seront tirés au sort, qui seront représentatifs le plus possible de la diversité de la population française et qui devront donc délibérer au cours de plusieurs sessions organisées entre octobre 2019. Ah, je suis désolée, j'ai un petit bruit de fond. Entre octobre 2019 et initialement janvier 2020. Le président s'engage par ailleurs à soumettre les propositions qui seront faites par l'Assemblée citoyenne au Parlement, ou bien un référendum, ou encore à les appliquer directement lorsque, d'un point de vue constitutionnel, ça sera possible pour lui. C'est l'engagement qu'on a appelé l'engagement du sans filtre, sur lequel il reviendra et qu'il répétera au fur et à mesure du processus. Excusez-moi, là c'est moi qui ai un petit souci de téléphone. Donc il se trouve que c'est le contexte dans lequel ça s'inscrit. Il est aussi intéressant de noter qu'à l'époque, en juin, donc, alors qu'on commence à préparer la convention, une nouvelle institution française, qui est le Haut Conseil pour le climat, publie son premier rapport qui évalue les efforts que fait le pays pour répondre aux engagements climat. C'est ce qu'on appelle, en France, on a une stratégie qui s'appelle la stratégie nationale bas carbone. Et donc, il y a une première évaluation de l'action de l'État qui est publiée de ce point de vue-là et qui est extrêmement sévère et qui pointe l'écart entre les objectifs fixés et les politiques déployées et leurs résultats. Donc, on est dans un moment de conscientisation forte et c'est pas du tout une exception française de ce point de vue-là. Et nous allons donc, pardon, c'était une petite photo de la conférence de presse pour montrer tout le luxe et le lustre de l'Élysée. On se retrouve à organiser et préparer cette convention citoyenne. Donc moi, en tant que conseillère auprès d'un comité de gouvernance qui était composé d'une quinzaine de personnalités recrutées pour des compétences, on va dire, diverses et variées, des expertises variées, tant sur des aspects plus justement de démocratie délibérative que sur des questions d'enjeux climatiques. Et la personne que je conseillais, qui était la coprésidente du comité de gouvernance notamment, Laurence Tubiana, a été l'ambassadrice de la France dans les négociations climatiques, a été une des architectes de l'accord de Paris en 2015, pardon, à la COP 21.
Donc, ces personnes-là, ainsi qu'une institution en France qui est censée être la troisième assemblée de la République, qui s'appelle le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, dont une partie des membres sont issus principalement de la société civile, soit nommés par des organisations, soit nommés par le gouvernement. Et donc, on avait ce mix de personnes qui organisent la convention et qui comptaient aussi en leur sein un collectif qui s'appelait les Gilets citoyens, qui était un collectif composé justement de personnalités du monde écolo et également de personnes issues des rangs des Gilets jaunes ou des mobilisations sociales plus largement, et qui avait fait partie des personnes qui avaient appelé à la mise en place de cette assemblée. La paternité ou la maternité de l'idée est très disputée, et beaucoup de personnes, il y a eu un moment de convergence un peu de toutes ces voix, et ça faisait longtemps, notamment aussi sous l'influence, je pense, de beaucoup de travaux qui ont été conduits en particulier en Belgique, par Yves et par David André Brou. Il y a eu cette influence-là qui a percuté à ce moment-là. Donc les travaux, on passe l'été à organiser le tirage au sort, je vais vous le présenter tout de suite. Et les travaux débutent le 4 octobre 2020 et vont se poursuivre, non pas jusqu'en janvier comme on l'avait prévu initialement, mais jusqu'en juin 2021, suite à quelques mobilisations sociales, une pandémie mondiale. Il y a eu aussi un décès d'un ancien président de la République, enfin beaucoup d'éléments qui ont un peu perturbé le cours de l'Assemblée, la façon dont les travaux étaient organisés, mais qui ont testé, on va dire, notre capacité à conduire un process de façon un peu flexible. Et on aura donc cette session, plus beaucoup de webinaires et de travail pour les membres au milieu, au lieu des 6 initiales. Le tirage au sort, très brièvement, a été organisé avec beaucoup de moyens, en comparaison d'autres processus sur lesquels peut-être Yves voudra revenir, mais on a disposé d'un budget de plus de 5 millions d'euros, qui nous a permis notamment de recourir à une compagnie privée pour l'organisation du tirage au sort, qui était en fait, qui reposait sur le principe de générer de façon aléatoire des numéros de téléphone dans un certain ordre, et une compagnie qui avait un script, une compagnie d'appel qui avait un script tout écrit, appelait les personnes et leur présentait la convention de façon courte et demandait à ces personnes si elles souhaitaient, leur annonçait qu'elles avaient été tirées au sort et leur demandait si elles souhaitaient rejoindre l'Assemblée. Et donc à ce système-là, on avait superposé une liste de critères qui devaient permettre à ce que le plénum des 150 personnes soit le plus proche possible des équilibres qu'on retrouve dans la France en général, en termes de genre, donc un peu plus de femmes que d'hommes, en termes d'âge, avec une pyramide des âges qui est plus vers le haut que vers le bas, on va dire, des niveaux de diplôme qui devaient représenter aussi cette répartition de combien de personnes ont le bac ou le niveau brevet en France, ou encore des niveaux masters, etc., les catégories socio-professionnelles, les types de territoires, est-ce que vous venez d'un milieu urbain, périurbain ou rural, et les zones géographiques, donc pour représenter par région, garder ces équilibres-là, et en tenant compte également de nos territoires ultramarins. Voilà, et c'est peu mis en avant, mais on a aussi pour 2 membres procédé, alors dérivé au tirage au sort, et eu un partenariat avec une association de lutte contre la pauvreté en France qui s'appelle les Petits Frères des Pauvres, auquel on avait demandé de recruter en leur sein, ou de tirer au sort s'ils avaient beaucoup de personnes qui postulaient, mais ça n'a pas été le cas, de recruter 2 membres pour qu'on s'assure d'avoir des personnes qui avaient vécu ou qui vivaient encore des situations d'extrême pauvreté. Elles avaient des domiciles, mais étaient dans des situations plus complexes, parce qu'on n'était clairement pas certain d'atteindre ces personnes, notamment avec le principe de disposer d'un numéro de téléphone, par exemple. Voilà globalement dans les grands traits, et donc illustrer en images cette diversité, c'était ça le principe même que retiennent, on va dire, un peu les chercheurs, les académiciens sur qu'est-ce qu'une assemblée citoyenne. Ça repose sur ce critère de représentativité ou de recherche de la plus grande représentativité possible par rapport à un plénum. On aurait pu ajouter un certain nombre de critères, et d'ailleurs c'est le cas des fois dans d'autres assemblées. En Irlande, il y a eu des critères religieux qui avaient pu être mis en place. Il peut y avoir des critères ethniques. Alors, en France, c'est un gros tabou. Ou des critères d'attitude par rapport à des sujets, de sujets traités. Donc, on n'avait pas mis de critères sur est-ce que vous pensez que le dérèglement climatique est lié à l'activité humaine, par exemple. Ça aurait pu être le cas, ça a été le cas dans d'autres assemblées. Donc, il y a ce critère de représentativité. Le second critère est celui de
d'organiser les conditions de la délibération, de permettre. On n'est pas en train de faire venir 150 personnes pour les sonder, simplement à leur dire quelle est votre opinion. Il y a un travail, et c'est même le principe de ces assemblées, que d'agréger ces opinions, mais de leur permettre aussi d'évoluer, d'échanger, de se nourrir et de se stabiliser à un moment autour de... alors, il y a un débat sur est-ce qu'on doit chercher ou non un consensus ou chercher la plus grande approbation possible au sein d'un plénum, sachant qu'on doit reconnaître qu'on ne peut pas toujours mettre tout le monde d'accord. Voilà, donc ici, c'est illustré par, simplement pour vous donner un peu ces personnes en partant de la gauche, on a un chirurgien marseillais qui échange avec à côté un étudiant réunionnais, une concierge parisienne, une avocate qui était expatriée en Allemagne mais qui avait toujours un numéro de téléphone français, donc qui a pu être tirée au sort de ce point de vue-là. Et ça a été, je crois, le cas d'une personne, mais toute personne qui avait un numéro français et qui était prêt à venir en fait, à être en France, pouvait être tiré au sort de ce point de vue-là. Donc, on n'avait pas exclu, par exemple, les non-nationaux, c'était ouvert en fait quelque part à tous les résidents, les gens qui disposaient de cela. Et il y avait eu aussi une aide-soignante de la région parisienne, bref, voilà, pour montrer un peu cette diversité. Et les personnes avec des ordinateurs devant eux sont des animateurs, des facilitateurs de ces discussions. Donc on avait toute une équipe encadrante qui était assez nombreuse, pas nombreuse au point d'avoir, dès qu'on avait une table avec 3 personnes, un animateur. Il y a un débat qui existe sur quel est le bon mode d'animation, mais qui permettait d'accompagner ces travaux et qui ont joué un rôle clé, sans doute très invisible et invisibilisé, mais important pour la Convention de ce point de vue-là. La discussion d'elle-même a besoin aussi d'être organisée et cadrée quelque part. Voici globalement le déroulé des travaux. Donc, pour caricaturer énormément, le principe a été en fait d'apporter des informations et des connaissances aux participants en partant d'une parole scientifique comme celle d'experts du GIEC ou d'une parole qui venait plus de la part de l'État ou des services de l'État sur l'état des politiques publiques climatiques en France, de leur présenter voilà, l'état des lieux et d'avoir aussi des interventions, et on a eu à peu près 120 ou 130 intervenants, de personnes qui étaient plus des parties prenantes en fait, finalement, de ces politiques et qui présentaient quels étaient pour eux le problème en tant que grand distributeur, acteur de la grande distribution, pourquoi ils ne contribuaient pas à l'effort ou pourquoi ils ne pouvaient pas avancer selon eux. On avait aussi des ONG qui étaient présentes, une diversité assez grande. On a eu finalement peu d'élus locaux et c'est un élément qui nous a aussi été reproché, mais par rapport à une critique qui a été faite à la Convention disant ils n'ont pas entendu le milieu des affaires ou les grandes entreprises, etc. On a entendu les principaux syndicats agricoles, on a entendu beaucoup de représentants du CAC 40, enfin des grandes entreprises françaises, mais aussi de plus petites entreprises, de la distribution, etc., etc. Et sur la base de ces apports et de recherches que de nombreux membres ont fait d'eux-mêmes en fait en parallèle, en rentrant chez eux et en discutant avec leur maire, avec leurs élus, en discutant avec l'agriculteur du coin, etc., ils ont ensemble commencé à préparer des propositions, à les lister, à les affiner, à les débattre, à en écarter certaines, etc. On a beaucoup retenu le fait qu'à la fin du process, seule une proposition n'a pas été adoptée, mais ça invisibilise beaucoup le fait que nombre de propositions ont pu être abandonnées, ont pu être prises, puis reposées en fait par les participants dans le cadre de leurs échanges, qui se passaient pour beaucoup, en particulier pour les petits groupes, à huis clos. On a une partie des séances qui était par contre web streamée ou qui était même un peu ouverte au public pour ceux qui pouvaient se déplacer sur place dans une certaine limite de place. Voilà globalement ce qui s'est passé. On pourra revenir plus en détail si vous avez un peu des questions, mais je ne voulais pas y passer plus de temps. Et donc, in fine, après tous ces mois de travaux, on a eu donc un rapport de 500 pages qui a été adopté en juin 2021, qui comprend qui comprend exactement 147 propositions, qui portaient donc, qui sont issues de 5 groupes de travail thématiques qui avaient été décidés pour permettre en fait à tout le monde de travailler en même temps, mais sur des sujets différents et pour couvrir le champ très, très vaste en fait qu'impliquait le mandat qui a été donné par le gouvernement. Là où on aurait pu faire des groupes qui travaillaient tous sur la même question en même temps et après remontaient.
c'est un choix méthodologique, enfin, d'organisation qui a été fait par la gouvernance. Et donc, on avait des personnes qui travaillaient sur le premier poste d'émissions de gaz enfin, la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France, ce sont les transports. La deuxième, les émissions qui sont liées au bâtiment et à leur isolation, enfin, et à la consommation énergétique. Le troisième est celui de l'agriculture et de l'alimentation. Et on avait deux groupes également, un concentré sur la consommation, et notamment aussi les questions de publicité, éducation, etc. Et un autre sur les enjeux de production, de travail. Voilà. Et quelques propositions qui étaient plus transversales et qui avaient trait à la gouvernance, enfin le gouvernement des politiques publiques et comment on pouvait penser changer ou réformer l'action de l'État. À cela, il y avait deux autres propositions. Une qui proposait d'intégrer, de réviser la Constitution, enfin techniquement deux, mais qui proposait de réviser la Constitution française pour intégrer dans son premier article une demande de garantie de l'action de l'État contre le réchauffement climatique. Et d'autre part, une demande, alors, qui était aussi une demande thématique, mais qui devait être soumise à référendum, selon la volonté des membres, qui était de consulter la population sur le fait d'avoir une loi une reconnaissance légale des écocides. Voilà, globalement. Et donc, tout ceci s'est terminé une semaine après le rendu du rapport à l'Élysée, où les membres ont été invités par le président Macron, qui, dans un célèbre discours quasiment plagié sur le général de Gaulle, leur a dit « Je vous ai compris, j'accepte tout », sauf les fameux 3 jokers dont vous avez sans doute entendu parler, qui à l'époque portaient sur… ils ne trouvaient pas pertinent de retenir l'abaissement de la limite de vitesse de 130 à 110 km/h sur autoroute en France, qui était donc une proposition des membres de la Convention. Le deuxième portait, en fait j'ai un doute tout d'un coup sur les jokers, vu qu'il y a eu aussi d'autres jokers plus informels, il y en a eu un sur cette question d'écocide, et notamment de le mettre au référendum. Et je crois que le troisième devait être sur les moratoires, sur les accords de libre-échange, un élément comme ça. Voilà, pardon, j'ai été un peu longue, mais j'espère vous avoir au moins fait voyager à travers la Convention sur cet aspect. Est-ce que Yves, tu souhaites… Merci Lise. Donc je passe la parole à Yves. Merci Lise, pardon, je passe la parole à Yves. Bonjour, si je ne me trompe pas, moi je vois un écran Zoom. Oui, mais peut-être le screen share qui doit encore se terminer. Là. On va supprimer ça. C'est quelqu'un qui vient de s'inscrire, qui vient de rentrer. Attendez, je vais faire autrement. Il faut être dans une plus sombre. En tout cas, On a un petit pinot et des cacahuètes. Ah, mais ne crache pas sur mon téléphone. Et est-ce que tout le monde peut… Quelqu'un qui est en train de… T'as trouvé moyen? Bon. Est-ce qu'on peut éteindre le micro? Est-ce que vous pourriez, les quelques-uns qui ont encore leur micro allumé, le fermer, s'il vous plaît? Vous n'êtes plus que 2 ou 3 à l'avoir laissé ouvert. Je crois que Jean-Louis… Il y a Jean-Louis qui l'a laissé ouvert. Et qui est en train de tousser dedans. Voilà. Bonjour. Merci pour l'invitation. Voilà. Moi, je n'ai pas de présentation spécifique PowerPoint. Donc, cette discussion parlait du bilan de la Convention citoyenne. Et de ma perspective, c'est plutôt, comme je suis plutôt intéressé dans l'innovation démocratique en général, les assemblées citoyennes sur le climat sont un aspect spécifique. Ils sont devenus très importants parce que, justement, dans l'innovation démocratique, beaucoup de choses sont essayées justement sur le climat parce qu'il y a une urgence climatique et apparemment, les moyens qu'on a pour l'instant ne fonctionnent pas assez vite ou assez profondément pour changer la donne. Donc, à ce moment-là, il y a beaucoup de recherches dans des nouvelles méthodes pour essayer de changer un peu la vitesse
du policy making. Désolé, hein, je ne suis pas francophone, de temps en temps, je vais larder avec du franglais, mes excuses. Mais si vous me demandez, comme personne un peu externe à la question climatique en soi, je ne suis pas activiste du climat ni spécialiste du climat, mais de regarder plutôt à la Convention comme un outil d'innovation démocratique et de participation citoyenne, je dirais plutôt, comment est-ce qu'on fait le bilan de quelque chose comme ça? D'abord, je vais dire, sans devenir formel, le bilan, pour moi, de regarder cela, c'est quelque chose d'extraordinaire. Avant de regarder plus en détail. Le fait qu'un gouvernement ait mis, je crois, 5 millions d'euros dans un projet tel quel, le travail, et peut-être qu'on a regardé ça un peu de plus près dans notre monde que dans les médias, où le travail qui est rentré là-dedans pour organiser que 150 citoyens qui sont venus de un peu partout, même d'Allemagne, qui n'étaient pas spécialisés dans la matière, se sont retrouvés, et en plus avec le Covid, ont dû changer de vitesse vers le online. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience dont on va tirer des leçons pour assez longtemps dans notre monde. Mais si on rentre plus de façon analytique dans la question du bilan que M. Cordier nous a présenté pour un peu cadrer, de quoi est-ce qu'on peut alors tirer le bilan? En fait, l'OECD est en fait en train de mettre sur pied, l'OCDE en français, en train de mettre sur pied des critères d'évaluation. Parce que justement, une des choses qui est encore un peu dans un flou artistique, c'est pour l'instant, il n'y a pas de façon vraiment standardisée d'évaluer ce genre d'expérience. Quand vous faites des élections, il y a le OSCI, je ne sais pas en français encore une fois, qui viendra et fera un rapport standardisé sur est-ce que l'élection est, on peut encore comme en Russie récemment improviser un peu, mais le rapport sera clair et net sur des standards, comment organiser. Tandis que justement, pour analyser une expérience comme la Convention citoyenne, comment faire le bilan alors? Ces critères de l'OCDE qui vont bientôt être publiés mettent 3 éléments en lumière. Un, c'est l'intégrité du design. Est-ce que le processus a été bien mis en place? Par exemple, si on ferait une convention citoyenne pour le climat et on donnerait 2 jours aux citoyens pour s'informer et faire des recommandations, on dirait que le processus n'est pas très, très bien mis sur place. Deuxième élément, c'est l'expérience délibérative. Je crois que Lise a très bien présenté la diversité des personnes et cette photo était très illustrative. Vous avez une concierge, quelqu'un qui travaille comme chirurgien, hautement éduqué. Vous mettez ce mélange autour d'une table. Est-ce que l'expérience délibérative de tous ces participants, de tous ces membres de la Convention citoyenne ou d'une convention, ont l'impression que, par exemple, ils se sentent écoutés? Parce que si vous invitez justement plein de personnes différentes, mais la personne hautement éduquée ou quelqu'un qui se sent plus apte à parler en public prend toute la parole, peut-être que vous avez 10 des 150 qui ont parlé 90% du temps. Donc, il faut regarder, est-ce que l'expérience délibérative, est-ce que l'apprentissage, est-ce que par exemple, tout l'info, le matériel qui a été présenté a été mis sur pied que les personnes et les citoyens pouvaient bien le comprendre. Les Écossais, par exemple, ils ont fait beaucoup de travail aussi pour leur assemblée climatique sur des vidéos, donc ils ont travaillé sur beaucoup de matériel différent pour essayer justement que tout profil différent d'apprentissage pouvait avoir accès au matériel. Et je crois que finalement, et je crois que pour ce groupe-ci, je crois que vous êtes plutôt dans l'activisme climatique, le troisième aspect, c'est les chemins vers l'impact. Le bilan, ça se peut bien que vous dites, ouais, mais c'est bien que ces citoyens se sentaient bien informés, qu'ils sont bien... qu'ils ont senti que c'était une expérience unique dans leur vie, qui est souvent le cas, mais si ça n'atteint rien, est-ce que ça vaut le coup? Donc, le troisième aspect de ces critères de faire le bilan, c'est l'impact.
Mais même l'impact, à ce moment-là, si vous me demandez, est-ce que la Convention a eu un impact? Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de critiques sur Macron, et je crois qu'il a invité un peu lui-même à cette critique avec le fameux sans filtre. Et encore une fois, Lise l'a très bien présenté, le sans filtre était l'idée que ça serait transmis sans filtre au Parlement ou sur un référendum, mais ce n'était pas la transmission sans filtre en public policy, en politique publique. Je crois que, si je ne me trompe pas, mais Lise peut me corriger, et j'ai entendu ce débat sur le sans filtre depuis un bout de temps maintenant, il n'y a jamais été une promesse, je vais transmettre immédiatement tout ce que vous faites en politique publique. Donc, si vous regardez l'impact, il y a en fait, encore une fois, 3 possibilités. C'est de regarder, et je crois que surtout sur les conventions climatiques, comme il y a un sentiment d'urgence très forte dans la société civile, c'est de regarder l'impact sur les décisions. Est-ce qu'il y a une congruence des recommandations dans ce qui sort immédiatement dans la loi? Et je crois que pour beaucoup d'activistes climatiques, et on a vu Extinction Rebellion en Écosse qui a très vite abandonné de participer dans le comité d'accompagnement en Écosse, par exemple, sur leur convention citoyenne, parce que pour eux, ça n'allait pas assez loin sur l'engagement, sur la congruence avec les décisions, entre autres. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, on pourrait dire que l'impact, c'est est-ce qu'il y a eu une considération en l'élaboration de la politique publique du fait que cette convention a eu lieu. Par exemple, l'engagement avec les recommandations, et peut-être qu'ils ne sont pas suivis. Ça se peut bien que plusieurs recommandations ne sont pas suivies parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se fait, qui est aussi bien pour l'élaboration d'une solution vers ce. Et à ce moment-là, c'est plutôt l'interaction entre l'homme et femme politique, ou les hommes, femmes politiques, les institutions, avec les citoyens et le public en général, pour expliquer qu'ils ont considéré cela, mais que, par exemple, ils ont choisi quelque chose de différent. Et là, c'est très souvent la demande qu'il y a à l'avant, en amont, qu'il y a un engagement très clair, qu'il y aura, par exemple, le devoir d'explication. Donc, mais ça se peut bien qu'il n'y a pas de congruence avec les décisions, mais qu'il y a une considération très forte. De l'autre côté, il peut bien qu'il y ait une congruence avec les décisions, mais que les décisions allaient se faire quand même, et qu'en fait, les hommes et femmes politiques ont à peine considéré que le fait qu'une convention citoyenne s'est passée. Et finalement, et je crois que ça c'est très important, et où on peut déjà dire que la Convention citoyenne pour le climat en France a eu un effet quand même assez important, c'est un changement structurel dont la façon dont on regarde comment on élabore la politique publique dans un certain domaine. Et je crois que là, toute la discussion, surtout en France, que cette convention climatique a eue, a vraiment mis sur l'agenda comment est-ce qu'on engage les citoyens dans l'élaboration de la politique et surtout de la politique climatique. On voit maintenant que beaucoup de départements, je crois que le département de l'Est vient d'annoncer qu'eux aussi feront une convention sur le climat avec des citoyens. Je crois que le Grand Paris Est aussi vient d'annoncer de faire une convention citoyenne pour le climat. Donc, je crois que sur le troisième aspect, il y a vraiment eu un impact, que cette convention a une visibilité. Et là, on voit par exemple la différence avec la Convention citoyenne sur le climat au Danemark, qui a fait un travail semblable, si je ne me trompe pas, sur 6 week-ends au lieu de 7. Mais en fait, il n'y a eu aucune attention dans les médias pour cette Convention citoyenne au Danemark. Je crois qu'il y a eu 1 ou 2 articles, et même un des articles était assez critique en amont, justement parce qu'il n'y avait aucun engagement de la politique sur les recommandations. Et donc là, on voit que toute cette critique qu'on a sur la Convention citoyenne pour le climat en France, sur le bilan, est-ce que
tout a été suivi ou pas, qu'en fait, dans beaucoup d'endroits, au UK aussi, il n'y a eu presque pas d'attention. La BBC a fait quelque chose sur la Convention citoyenne pour le climat au UK, mais pour le reste, il y a eu un débat de 20 minutes au Parlement et il y avait peut-être 15 membres du Parlement présents sur le rapport. Donc, en fait, en France, je crois que, et je lancerai le débat un peu avec le public ici, il y a eu un peu entre visibilité et impact. En fait, je vais un peu lancer la discussion en disant que la Convention citoyenne pour le climat en France a probablement eu le plus grand impact sur la politique publique. Ça a été 40 des recommandations sur 150 peut-être, ou comme on compte, c'est 30. Mais en fait, dans d'autres pays, pour l'instant, il y a eu à peine une réaction. Mais de l'autre côté, la critique n'est dans aucun pays aussi fort qu'en France, justement parce que la Convention citoyenne atteint une visibilité énorme, tant que dans les médias, tant que dans la société civile. Donc, je crois qu'il y a un peu une sorte de paradoxe qui est très spécifique pour la Convention citoyenne pour le climat en France, c'est qu'une visibilité énorme rend aussi une sorte de sentiment d'insuffisance du suivi politique du gouvernement. Donc voilà, je vais m'arrêter là et peut-être pendant les questions-réponses rentrer un peu plus dans le détail sur certains éléments. Voilà, Michel, je vous rends la parole. Merci, merci Yves. Avant de passer la parole à tous nos participants, je pense que Lise aimerait ajouter quelques mots. Pardon, c'est juste, effectivement, on s'était dit qu'on parlerait du process et après du bilan, mais Yves a raison, c'est sans doute très superficiel de séparer les deux. Je pense que globalement, je le rejoins sur le côté paradoxal de la Convention et sur cet aspect impact, notamment en termes de politique publique. Le seul élément qu'on peut pointer à ce stade, c'est que le gouvernement ayant pris des engagements quasiment jusqu'à la fin de la mandature, en annonçant par exemple la fin des terrasses chauffées, enfin l'interdiction de chauffage des terrasses extérieures des cafés, des éléments comme ça, en disant que ça sera à partir de l'hiver 2021-2022. Bon, il y a encore beaucoup d'éléments un peu en suspens et il y a un débat énorme qui s'est déroulé sur le projet de loi que le gouvernement avait présenté, qui a été très critiqué par le CESE, par le Haut Conseil pour le climat, par les différentes instances un peu qui sont souvent chargées d'évaluer ces projets-là. Le projet, à toute façon, et c'était la règle du jeu depuis le début, c'est ça qui était sous-entendu par le sans filtre, c'est pas une annulation de la démocratie représentative et du pouvoir des parlementaires, c'était bien ce que le gouvernement voulait leur proposer. Et effectivement, il y a eu, et je pense que c'est quand même en très grande part justifié, un écart qui s'est retrouvé entre la façon dont les propositions sont sorties de la Convention et la façon dont elles sont arrivées sur la table du Parlement, dans un exercice en plus qui a été un exercice peu commenté, mais où un certain nombre de membres de la Convention sont restés mobilisés et en échange en fait avec le ministère, mais hors du cadre de la Convention. Donc on n'avait plus d'animateurs, on n'avait plus de comité de gouvernance, de garants, de process en fait qui cadraient ça. Et ça a été en fait un autre format dont beaucoup parlent en disant que c'était un moment assez traumatique parce que très stressant et intense, parce qu'il y avait un attachement émotionnel fort qui s'était développé par rapport aux propositions et que tout d'un coup, on les mettait dans une situation où le gouvernement les faisait venir et les mettait face soit à l'administration, soit même à ce qu'on appelle des parties prenantes, mais ça pouvait être des représentants syndicaux, patronaux ou d'organisations, enfin, ce qu'on appelle communément des lobbyistes, mais en gros des représentants d'intérêt qui venaient expliquer comment le fait d'interdire les vols qui ont les vols de 4 heures internes au territoire français qui ont une alternative en train, comment ça risquait de tuer tant et tant d'emplois, etc. Et ça a été une période, je pense, un peu sauvage, après tout le temps très protégé en fait, qu'a représenté la Convention. Et même si on insiste beaucoup sur la visibilité dont elle a disposé in fine, au début du processus, et notamment quand on lance le recrutement,
quasiment personne n'avait entendu parler de cette initiative et on a été en capacité, et beaucoup même ne s'y intéressaient pas. Nous, en tant que comité de gouvernance, on essayait d'intéresser des journalistes, on contactait des intervenants pour les faire intervenir devant la convention et pour beaucoup, c'était « mais de quoi vous me parlez? Qu'est-ce que c'est ce truc ?» et n'en avaient pas entendu parler. Et ça a été crescendo pour aboutir effectivement à la fin à des situations quasiment enfin, fantastiques. La dernière session, alors qu'on sort du premier confinement et qu'on est dans le Conseil économique, social et environnemental à Paris, hein, le Palais d'Iéna, un vieux bâtiment avec des gens dans toutes les pièces qu'on avait essayé de connecter pour qu'ils puissent avoir les débats finaux et voter. Et on avait dehors, devant les camions de télé qui commentaient en direct, on aurait dit un match de football. C'était donc là, ils s'apprêtent à débattre de la semaine de 4 heures, de 4 jours payés 5 jours, et ils viennent d'adopter la limitation de vitesse sur autoroute, et ça a été en fait super violent. Et je pense qu'il faut vraiment voir aussi ça comme une aventure humaine et un moment psychologique, émotionnel très particulier pour ces personnes, parce que le monde les a découverts et a découvert leurs propositions. Et quelque part, tout le process de compréhension de ces propositions, de pourquoi ils en arrivent à proposer de réguler la vitesse sur autoroute, etc., bah, le reste de la population, et comme les médias n'y avaient pas été exposés en fait, à ce processus mental, et comme Yves le pointait très justement, c'est toute la question finalement de à quoi servent ces process et qu'est-ce qu'on veut qu'ils produisent après. Et une des questions qui est, enfin, le fait que les membres de la Convention, in fine, n'aient pas choisi de soumettre beaucoup de leurs propositions à un référendum, a tenu. Alors déjà, on était dans un contexte de pandémie où déjà ils trouvaient que maintenir des élections municipales, c'était inconséquent, donc demander aux gens d'aller voter un référendum, il y avait beaucoup de membres qui étaient vraiment contre. Mais il y avait aussi, et ils ont très tôt compris, le fait qu'ils avaient fait un process mental et des doutes sur la capacité d'organiser en France une campagne de référendum qui soit informée, dans lequel on pose des éléments du débat pour permettre aux gens de voter. Il y a toujours cette peur dans la Ve République de la capture présidentielle et bonapartiste du pouvoir. Bref, donc voilà, tout ça pour dire ce process, et je ne sais même plus d'où j'étais partie, mais ce process de mise en lumière a été progressif, mais est devenu très très intense. Et certains membres de la Convention se sont retrouvés donc, dans cette préparation de la loi et en sont sortis très déçus. Et c'est ce qui explique que dans la dernière session, qui avait été négociée très tôt par les organisateurs et qui devait intervenir après la réponse du gouvernement, il y a eu une évaluation qu'on a dû organiser sur un week-end en ligne et sur un système de notation. Et donc, ça a donné, vous avez peut-être entendu parler de cette note de 2,5 sur 10 donnée au gouvernement, qui était sans doute, et on est les premiers à le reconnaître, très complexe et ça ne reflétait pas la pensée complexe et les messages que les membres de la Convention voulaient envoyer, mais qui reflétait quand même en fait cette déception qu'ils ressentaient et qu'ils avaient en prenant connaissance du projet de loi présenté par le gouvernement. Je vais m'arrêter là de ce point de vue-là et on pourra poursuivre dans mes questions. Ok, merci Lise. Donc maintenant, je vous laisse la parole. On reviendra peut-être après tout à l'heure sur une intervention de vous deux sur les leçons à tirer au niveau national et même européen. Et donc, sur base de la matière accumulée jusqu'à présent, est-ce qu'il y a des questions? Je vois que Frédéric a levé la main. À toi, Frédéric. Ouvre ton micro. Merci, Michel. Oui, en fait, je trouve que cette question de savoir finalement quelle légitimité est-ce qu'on donne à un processus participatif citoyen et quelle adoption doit faire le gouvernement en place des mesures qui sont mises en œuvre, c'est-à-dire en fait quel est le télescopage qu'on peut avoir entre d'une part des citoyens qui ont été accompagnés, qui ont été encadrés, qui ont fait une grande réflexion en toute autonomie, en dehors de tout cadre de réflexion imposé, que ce soit des partis, la pression des lobbies, etc., pour prendre une mesure, et le fait que derrière, en fait, on demande au Parlement de rejouer son jeu sur ces mesures-là, comme on l'a vu dans d'autres exercices qui ont été faits, je pense à l'Islande, à 2-3 endroits aussi. Il y a une vraie question qui est quelle reconnaissance on donne finalement au travail du citoyen, et donc ça pose la question en fait du mandat qu'ils reçoivent à l'avance et de l'interprétation qu'on pouvait faire dans le sans filtre, puisque aujourd'hui quand moi j'entends on va prendre les mesures sans filtre, c'est sans filtre, c'est-à-dire boum, on les passe au Parlement, enfin une petite discussion et hop,
on les implémente parce qu'on a confiance en vous. Si l'idée, c'est de dire, en fait, on fait déjà un quart et donc on considère que la mesure est faite, est-ce qu'on est encore réellement dans l'adoption de la mesure? Comment est-ce que vous pouvez interpréter tous les deux, justement, ce degré de liberté, finalement, et cet antagonisme presque qu'il y a entre faire travailler un groupe en toute autonomie et puis soumettre les propositions encore à la vie publique et la discussion politique habituelle? Michel voulait qu'on réponde du tac Oui, au tac. oui, au fur et à mesure, c'est bien. Au choix, l'un ou l'autre. Moi, très brièvement, je voudrais pointer que ce n'est pas forcément quelque chose d'inhérent à toutes les assemblées citoyennes. Je pense qu'il y a aussi beaucoup qui tient à la pratique de la Ve République en France et au système parlementaire, au système présidentiel qu'on a, qui donne ce pouvoir très important en fait, à l'exécutif et qui affaiblit, voire qui court-circuite le débat parlementaire, en fait, finalement. Et de ce point de vue-là, l'engagement jupitérien du président, si in fine ils avaient eu, comment dire, même on va dire confiance ou envie de donner un travail à faire aux parlementaires, ils auraient pu tout à fait le faire, en leur donnant directement et en comptant sur leur majorité présidentielle pour amender tout ça, etc. Mais on a aujourd'hui vraiment ce gap énorme et le fait que le Parlement est un peu remisé. Ça a été très intéressant pour moi qui suis beaucoup plus familière des instances européennes et du Parlement européen où j'ai travaillé longtemps, de finalement découvrir un peu plus certaines institutions de mon pays comme le Sénat et de réaliser que notre Sénat de droite en France, quelque part, a été plus progressiste et beaucoup plus intéressant sur ses contributions au projet de loi que l'a été l'Assemblée nationale, qui était vraiment une chambre d'enregistrement de ce point de vue-là. Après, sur le débat du sans-filtre, ma théorie personnelle est aussi le fait que on a beaucoup de temps qui a été ajouté, ce qui fait qu'on a eu beaucoup plus de propositions que ce qui avait été, je pense, un peu imaginé initialement, qui sont rentrés dans un niveau de détail, mais parce que les membres de la Convention ont entendu le président leur dire « plus ça sera détaillé, mieux ça sera, comme ça ira au Parlement ». Donc le truc a été poussé à un extrême, à un niveau de détail. On avait exactement quelle partie du Code de l'environnement il voulait amender en remplaçant quel mot par quel mot, par exemple. Donc ça a beaucoup joué là-dedans, et donc in fine, on se retrouve avec un peu ce monstre ce très beau monstre ou cette beauté monstrueuse, qui est le rapport de la Convention et auquel ils ne s'attendaient pas. Et je vais être tout à fait honnête, même nous, organisateurs, au tournant de la 3e ou 4e session, quand les groupes ont commencé à partager entre eux ce qu'ils avaient, les propositions, etc., et qu'on a vu, c'était même à la 5e, et qu'on a commencé à les référencer en ayant un tableau Excel qui était atroce, on a découvert et on s'est dit, ah oui, ils ont 149 propositions, enfin même à l'époque, il y en avait un peu plus, donc un peu plus de 150. Et on s'est dit, c'est bon, il y a une proposition par membre. Et c'était dingue. Et c'est pas faute de leur part de nous avoir demandé très tôt, est-ce qu'il y a une limite au nombre de propositions? On a demandé à ce qu'il y ait une priorisation qui soit faite et qu'il y ait une sélection, mais c'est devenu de plus en plus compliqué au fur et à mesure du process et beaucoup est resté sur la table. Yves, tu veux intervenir par rapport à la question de Frédéric? Oui, absolument, mais je dois dire que dans mon domaine, c'est déjà, on pourrait faire une session à part entière là-dedans. Je crois que le plus important, c'est que, et ce qui a un peu un manque dans beaucoup de processus, c'est justement que cette relation doit être claire au début de l'Assemblée. Et je crois que là, comme Lise l'a présenté avec les citoyens, qui à la fin étaient encore une fois invités par le ministre, etc., il y a eu un flot artistique énorme, ce qui a fait un peu un sentiment un espèce de décortiquage des recommandations et du travail des citoyens. Donc, quelle est en fait cette relation entre le parlementaire et les citoyens? Je reviens d'abord sur le fait que donc on doit l'annoncer. Et il travaille en fait ces deux pieds, pour moi, ces deux pieds de la démocratie. Donc, je serai toujours un peu, je travaille pour une association qui plaidoie pour l'innovation démocratique et donc plus de participation citoyenne, mais sur un groupe de citoyens qui ne serait presque plus, où il y aurait presque une sorte d'adaptation de ces recommandations
sans que le Parlement ne peut plus en... désolé, hein, là, mon français, de temps en temps, ça me fait un peu... Donc, ils doivent travailler en tandem, parce que si on fait la première chose, ben, l'évaluation devient énormément important. Par exemple, il y a eu plein d'académiques, hein, il y a ce travail autour de la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu plein de personnes académiques qui sont venues à Paris pour étudier, qui ont écrit des papiers, des rapports, etc. Mais aucun de ces papiers est standardisé. C'est peut-être encore une fois une longue histoire, mais il faut comprendre que ce travail a été très bien fait, mais et Lise peut vous en parler très longtemps, hein, il y a un travail en détail, mais quand même, c'est quelque chose de nouveau, hein, et les assemblées citoyennes. Donc, les faire travailler et dire que le Parlement peut presque plus changer quelque chose à ce qu'ils ont fait, serait aussi donner un mandat très fort, et ce n'est pas seulement en France, en Belgique, la Constitution tout simplement l'interdirait. Hein, donc, le Conseil d'État détruirait chaque proposition de loi pour donner à une assemblée citoyenne ce droit. Donc, pour nous, ce qui est important, et quand on fait du plaidoyer, c'est qu'au moins, minimum, il y a la garantie qu'il y aurait recommandation par recommandation une réponse. Une réponse, pas oui ou non, mais élaborée. Ce qui veut dire que vous mettez des citoyens pendant des semaines à regarder un certain problème de politique publique, dans ce cas-ci le climat, hein, et certains aspects du climat, parce que, et je rentre dans les détails, mais il y a beaucoup de choses à décortiquer là-dedans. En fait, ils se sont changés, ils sont divisés en petits groupes, hein, aussi les Danois et les Écossais. Donc, en fait, c'est des groupes de 20, 30 personnes qui ont regardé la politique publique sur le transport public. Hein, donc, c'est un tout petit assemblée citoyenne, en fait, presque, qui a fait ce travail-là. Ils ont regardé ça pendant des semaines, et ils disent, voilà, nous, on a des recommandations, on a voté, 90% de nous, on trouve que ceci est important. À ce moment-là, la politique doit répondre extensivement sur où on va faire quelque chose avec, et alors, ce n'est pas suffisant, il faut un roadmap. Parce que dire comme politique, ouais, on fera quelque chose avec, on vous reparlera dans des années. Non, il faudra un roadmap, et pour nous aussi, dire comment est-ce qu'il y aura un suivi. Qui fera ce suivi? Dans le cas, Lise a bien raison, ici, en fait, les 150, et ils sont mis en ASBL, je ne sais pas le mot en français, ils sont mis en organisation, certains d'entre eux. Hein, il y a un site web, les 150. Eux, ils font le suivi eux-mêmes de leurs propres recommandations. Mais en fait, qui fait le suivi des recommandations? Il n'y a aucune instance pour l'instant. Donc déjà là, il faudrait qu'il y ait des réponses. Si on dit « oui, on suivra ce que vous faites », il faut aussi un peu expliquer comment on va le faire. Qui va vous contrôler? Est-ce que c'est les médias? Est-ce que la civil society? Parce que les médias, on le sait bien, peut-être ils vont s'endormir après quelques mois et on oubliera que c'est une promesse qui a été donnée, premièrement. Mais si c'est non, il faudra expliquer en long et en large et sur du papier pourquoi on dit non. Et à ce moment-là, l'Assemblée citoyenne devient un aspect de accountability. Parce qu'il faudra mettre sur papier pourquoi votre position est que ce 90% de citoyens des 150 qui ont regardé ce problème d'isolation des maisons ou du 110, pourquoi vous dites non? Et ça se peut bien que vous dites, voilà, moi je pense que les Français n'en veulent pas, c'est un peu trop court, hein, il faudra plus long que ça. Donc, ça veut dire que c'est un aspect d'accountability. Pour l'instant, il n'y a presque aucun pays où la Constitution vous permettra d'aller plus loin. Et en fait, c'est justement le flou artistique que Macron a laissé. Mais si vous regardez, j'ai pour préparer cette réunion, regardé une fois, en Écosse, the Scottish ministers must publish a statement setting out how they will respond to the recommendations. Donc, en fait, l'engagement n'est même pas recommandation par recommandation. Ça dépend comment on lit cet engagement. Donc, même en Écosse, on a un peu pas bien pensé comment, en détail, c'est une phrase, ce que fera le gouvernement avec. Au UK, c'est le Parlement, c'est un comité, les comités, les 8 commissions. We will study the recommendations to inform our work. Donc, c'est encore plus vague. On va étudier les recommandations pour informer notre travail and scrutinize the government.
et scrutiner et regarder le travail du gouvernement. Donc, c'est encore… Et au Danemark, eux, ils sont très clairs. Ils ont dit à l'avance, voilà, c'est quelque chose qui nous informera. Donc, en fait, au Danemark, il n'y a pas eu de flou de dire les citoyens diront tout. Ils ont tout simplement dit they will provide us input and some recommendations into the political process. Pas plus que ça. Donc, en fait, pour l'instant, dans beaucoup de ces conventions citoyennes, en fait, la France, le sans filtre, encore une fois, c'est peut-être de Gaulien de le dire, mais en fait, les autres conventions citoyennes n'ont pas eu un engagement plus fort que ça pour l'instant. Tandis que les processus que nous, on met en place, qui ont été mis en place, par exemple, au Parlement bruxellois ou en Ostbelgen, qui ne sont pas sur le climat pour l'instant, il y a vraiment cet aspect où, recommandation par recommandation, c'est clair et net quelle réponse doit être donnée et quel doit être le suivi et qui va faire le suivi. Et je crois qu'une leçon qu'on doit tirer vraiment de cette convention citoyenne, c'est que ça doit être mis sur papier beaucoup plus détaillé et beaucoup plus clair avant de commencer. Parce que le pire de ne pas faire parler le citoyen, c'est de faire parler le citoyen et après qu'il a l'impression qu'il a été utilisé pour un jeu politique. Si c'est vrai ou pas, je laisse entre guillemets. Mais la confiance du citoyen en politique sera encore plus bas après qu'on a mis sur place quelque chose de participation citoyenne où les citoyens ont l'impression qu'ils se sont fait jouer. Voilà, une très très longue réponse, mais je vous ai dit, voilà, c'est quelque chose dont je travaille depuis des années. Donc, me demander comment est-ce que le délibératif rentre avec le représentatif, c'est parce qu'un livre à part entier. Voilà. Michel, je vous rends la parole. Oui, d'accord, merci. Merci Yves. Donc, je rappelle que si vous voulez demander la parole, il suffit d'aller dans le bas de l'écran pour lever la main. Et alors, ainsi, je vois que vous voulez parler. Alors, dans l'ordre, il y avait Thérèse Noix et puis ensuite Marie Cormand qui voulait parler. Thérèse? Oui, donc en lien avec d'ailleurs ce qui a été mis dans la zone discussion, plusieurs personnes ont renseigné des sites ou des lieux où il y a moyen d'avoir des analyses et des informations sur ce qui se passe ailleurs et comment effectivement maintenant il y a un réseau sur les expériences citoyennes qui permet des échanges, des approfondissements du fonctionnement de ces assemblées. Moi, je voulais en profiter aussi pour demander peut-être à Monsieur de Jager de nous dire ce qu'il pense du principe bruxellois. À Bruxelles, donc, il y a une commission qui s'est constituée, composée pour moitié de personnes tirées au sort, de citoyens tirés au sort, et l'autre moitié, ce sont des parlementaires. Et donc, le contact entre parlementaires et citoyens est constant dès le début. Est-ce que, d'après vous, c'est un facteur de réussite, en tout cas pour le suivi des délibérations? Et j'ai une question aussi à Madame de Chautel. J'ai entendu que vous aviez dit qu'il y a eu une cotation de 2,5 sur 10 qui a donné cette cote? Ce sont les 150 qui ont donné eux-mêmes une évaluation aussi négative du suivi de la convention. Et dans ce cas-là, est-ce qu'au fond, on n'a pas fabriqué 150 gilets jaunes supplémentaires? C'est un peu ma question. Merci. Un peu provocant. Moi, je vais être très bref. Je vais mettre immédiatement, pendant que Lise va répondre à la question que vous lui avez posée dans le chat, un lien, c'est en anglais, mais un papier dont j'ai aussi contribué sur justement les pros et les contre d'engager des hommes et femmes politiques dans les délibérations. Il y a des pour. Le pour est que si vous les engagez, les recommandations à un certain moment deviennent aussi partie de leur travail. Donc, après, ça sera plus difficile peut-être de dire « ouais, mais attends, j'en ai rien à faire, c'est le travail des citoyens ». On a bien vu au Parlement bruxellois, je crois que de la deuxième commission délibérative, 2 partis tout à coup sont abstenus sur toutes les recommandations, pas 1 ou 2. Et en fait, certains des citoyens ont répondu dans le débat « mais attendez, ça c'est du faux, vous étiez avec nous dans tout ce trajet ».
Et tout à coup, pour le jeu politique, maintenant, vous dites j'en ai rien à foutre. Donc, ça rend plus difficile de tout à coup jeter le travail à bord. Le négatif potentiel, c'est que naturellement, les hommes et femmes politiques, c'est leur travail de faire des arguments, de parler. Ils se sentent très en confiance dans un groupe de parler, de mettre leurs arguments en avant. Donc, il faut, à ce moment-là, une modération et une facilitation de table très, très forte. On ne peut pas mettre là quelqu'un qui est tout neuf dans ce travail parce qu'il faut vraiment gérer que si vous faites tout ce travail, par exemple, comme Lise a détaillé, d'aller travailler avec une association qui travaille avec les gens pauvres ou même sans-abri, de mettre quelqu'un comme ça, très fragilisé à table, et de mettre en face un homme politique ou femme politique ou quelqu'un comme moi qui n'aime que s'entendre parler, ben, il faut quelqu'un très fort pour faire que tout le monde a le sentiment qu'il ou elle a pu dire ce qu'elle veut. Et il y a plus d'arguments encore, mais je crois que ça, c'est les deux. Il y a un pro, que le travail devient quelque chose aussi des politiques. Le contre, c'est que vous mettez avec des citoyens des gens qui sont plutôt dans le débat et dans les arguments que le délibératif. Voilà, c'est peut-être très court et bref, mais voilà. Merci beaucoup. Merci Yves, à toi Lise. Merci pour cette question. Je vous ai mis dans le chat un article du Monde qui revient et qui raconte en fait cette dernière session et un peu la notation. En fait, il y avait plusieurs notations qui ont été faites et ça a été, c'était pas juste, leur a demandé de voter en ligne, etc. Il y a eu 2 jours où il s'est agi, plus de 6 mois après la fin de la convention, de présenter aux membres, de rappeler quelles étaient leurs propositions et en face de leur dire voici ce que le gouvernement dit avoir fait, dit vouloir faire. Pour répondre à votre proposition. Et ils ont été appuyés pour ça aussi par un groupe de personnes, on avait appelé le groupe des experts, qui les avait accompagnés et qui les a aidés à pointer, à voir là où il y avait effectivement une réponse, en quoi elle était différente, mais en quoi des fois ça pouvait simplement répondre à un obstacle légal que les membres de la convention n'avaient pas anticipé avec le groupe d'experts, et donc ils avaient été obligés de faire différemment. Là où c'est des lacunes, là où c'était en dessous. Par exemple, la Convention avait proposé, avait demandé que dans le projet de loi de finances et donc dans toute la régulation fiscale, il y ait une taxation, un malus qui soit plus grand pour les SUV qui pesaient 1,8 tonne, en disant, voilà, à partir d'un certain poids, en fait, c'est très polluant. Et, pardon, pas 1,8 tonne, c'était 1,2 tonne ou 1,4 tonne. Et le gouvernement a rehaussé ça en mettant ça à 1,8 tonne. Donc après, il s'agit d'essayer de voir qu'est-ce que ça voulait dire en termes de, est-ce que ça touchait plus de véhicules, enfin beaucoup de véhicules ou pas, et qu'est-ce que ça pouvait amener in fine un peu en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, est-ce que l'impact était vraiment amoindri. Ce qui a toujours été aussi très difficile, et je tiens à le dire là-dessus, et qui a été très frustrant pour les membres de la Convention, c'est qu'à chaque fois qu'ils avaient une proposition, ils disaient mais donc ça nous permet de réduire de combien. Et les modélisations et même toute la science dont on dispose et le timing très serré de la Convention nous a souvent empêché de répondre à ça et de donner des indications. Ça se trouve dans le rapport, avec un peu un système d'étoiles dans mon souvenir, qui montrait si c'était extrêmement impactant ou non. Et après, c'est aussi toute la question de savoir à quelle échelle de temps ça peut intervenir. Une mesure qui a été très importante pour les membres de la Convention, c'était la réforme du Code de l'éducation pour les membres de la Convention. Et ils insistaient en disant il faut absolument que nos enfants soient formés, etc. Ce qui, personnellement, par exemple, pour moi, en tant qu'activiste climat, me rendait un peu dingue, mais bon, en tant qu'organisatrice, je me taisais, mais me rendait dingue en disant, mais la question, c'est pas les gamins qu'on va former maintenant, qui seront adultes dans 30 ans et qui seront peut-être au pouvoir dans 50, c'est maintenant qu'on en a besoin. Mais, et c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi chez les autres assemblées climat, c'est un élément très important, cet aspect formation et intergénérationnel de préoccupation, de se dire, on ne peut plus faire venir dans le monde adulte et ce milieu-là, des personnes qui n'ont pas été alertées comme nous, on aurait quelque part dû être alertés. Hein. C'est sans doute ça qui est partagé et qui est lié à ça. Donc voilà, donc il y a eu cette session de notation avec des notations par mesure globale. Il y a aussi eu des questions finales sur est-ce que vous souhaiteriez que cet exercice de convention citoyenne se reproduise en France, qui était, je crois, quand même en majorité oui, vu l'expérience qu'eux avaient eue, etc. Et sur la question de savoir si ça en a fait des gilets jaunes, c'était une membre de la Convention bretonne qui avait, je crois, dans la presse, dit ça en fait à une époque quand Macron était venu devant la Convention en disant attention, autrement il aura 150 personnes encore plus énervées.
L'histoire, à ce stade, n'est pas aussi claire et n'indique pas là-dedans. Il y a plusieurs membres de la Convention qui poursuivent leurs engagements via des formes différentes. Il y en a qui sont engagés en politique, et il y en a qui sont engagés en politique avec le parti présidentiel, hein, qui ont été élus sur les listes régionales aux dernières élections. Il y en a qui sont partis chez les écolos, mais pas que, en fait. Il y en a qui étaient aussi sur des listes beaucoup plus à droite. Donc, et ça tend aussi à déconstruire un peu cette étiquette qu'on leur a posée de Khmer vert, tous ces adjectifs très sympathiques et florissants qu'on a un peu dans la politique française pour stigmatiser les écologistes. Et ça a été aussi un peu un des impacts forts, mine de rien, de ce débat post-convention. Dans un premier temps, les seuls qui ont parlé contre les propositions de la Convention, il y a eu un espèce de consensus global sur c'est très bien, c'est parfait, c'est intéressant, etc. Puis plus on avançait, plus les voix se faisaient critiques et plus on voyait que c'était voilà, qu'il y avait une résistance qui survenait et qui intervenait. Et il y a eu aussi ce moment de polarisation politique qui ne tenait pas tant à la Convention et c'est quelque chose qu'on voit dans les élections en Allemagne aujourd'hui, qui est d'arriver, il y a une bataille un peu de stigmatisation pour empêcher une montée sans doute de force ou de partis avec des propositions écologistes, et une façon de dépeindre l'écologie pragmatique, l'écologie radicale, etc. etc. Bref, bon, voilà, cet aspect, je pense, existe dans beaucoup de pays, mais il a été très violent en France, notamment parce que le président y a contribué en disant c'est pas l'heure des Amish, enfin, on ne va pas revenir à l'époque des Amish, etc. Et qui a été vécu un peu violemment par des membres, mais encore une fois, pas par tous. Merci Lise, donc je passe la parole à Marie Cormand. Oui, bonjour, merci de toutes les interventions. Je voulais poser la question aux deux intervenants sur la mobilisation à laquelle on assiste actuellement en Union européenne sous le couvert de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui se penche aussi notamment sur les questions de lutte contre le changement climatique. Et je voulais leur demander s'ils avaient l'impression que la question de l'impact a été bien traitée, s'il est clair pour tous les citoyens européens qui sont nombreux à s'engager dans des démarches délibératives dans ce cadre de convention sur l'avenir de l'Europe, si la question de l'impact qui sera réservé au résultat de leur délibération est claire. Et alors, le deuxième point que je voulais amener, c'est qu'à Bruxelles, il y a une autre expérimentation de la démocratie participative délibérative qui est en cours depuis 3 ans et qui se rattache, elle, plutôt au Parlement bilingue, donc régional, de la région de Bruxelles. C'est Agora, où des citoyens sont tirés au sort et délibèrent entre eux, évidemment avec un rapport d'expertise, etc. Et ce n'est qu'au terme de la délibération qu'un élu, un parlementaire élu et faisant partie du mouvement a pour tâche d'amener les conclusions des délibérations au débat au sein du Parlement régional de Bruxelles. Donc, ce n'est pas une délibération mixte associant élus et citoyens, justement pour les raisons, pour répondre aux craintes qui ont été évoquées par M. de Jaeger, c'est-à-dire un déséquilibre, une appréhension de la part de certains citoyens de s'exprimer librement en présence d'élus. Donc, il y a une double expérimentation en cours à Bruxelles et c'est très intéressant de voir comment ces expériences se déroulent et les enseignements que peuvent extraire. Voilà. Donc, la question porte plutôt sur le plan européen et l'avis de nos intervenants sur la manière dont les choses ont été précisées ou non au plan européen. Merci. Ok, qui commence? Je veux bien, la réponse est non. Non, c'est-à-dire? Est-ce que l'impact est clair pour les participants? Et voilà, la réponse est non, c'est pas clair. Et c'est pas très clair pour moi non plus. Donc voilà, c'est peut-être un peu long. Je dirais que le problème, la question est qu'il y a 4 grands panels. Pour ceux qui ne savent pas, c'est
une grande opération que l'Union européenne a mis sur pied pour engager des citoyens dans le futur de l'Europe. Ça s'appelle Conference on the Future of Europe, conférence sur le futur de l'Europe. Et donc, ça fait un grand débat autour de Schuman, peut-être un peu moins. Ce serait une bonne question de demander dans le chat de dire oui ou non si on avait entendu parler de cet exercice avant d'en entendre parler maintenant. On pourrait dire que non, il n'y a pas un impact clair dans le sens que là aussi, on veut mélanger hommes politiques et citoyens, mais rien que d'expliquer toute l'architecture prendrait probablement jusqu'à la fin de… en fait, les citoyens débattent sur des sujets trop larges. Donc, ils sont rencontrés à Strasbourg ce week-end. C'est des débats, les sujets sont très, très larges. C'est plusieurs sujets pour un groupe. Et deuxièmement, leurs recommandations vont alors dans un plénum où ils seront avec des hommes politiques et donc je crois que 20 citoyens, tant d'hommes politiques, tant de représentants, qui va alors vers un secrétariat qui fera un rapport qui ira à la commission, qui en fera un rapport. Donc, je crois que votre question, voilà, très court, non. Ce n'est pas très clair comment de cette machine sortira une recommandation qui sortira des citoyens. Donc, je crois qu'il faut voir la Conference on the Future of Europe plutôt comme une expérience unique et première où on apprendra, c'est la première fois à ce niveau-là et avec tant de moyens, on mettra les citoyens des 26 pays ensemble avec interprétation simultanée. Il y a des moyens énormes qui rentrent là-dedans et je crois que c'est plutôt quelque chose, quand j'ai parlé des trois niveaux de possibles effets, que c'est surtout changement structurel. Donc, congruence avec décision, non. Il y aura probablement, c'est un peu en flamand, en néerlandais, on dit un chat ne reconnaît pas ses propres petits chats dans un lot de chats. Hein, c'est une expression pour dire on ne reconnaît plus le produit de son propre… ça sera comme ça probablement. Hein, les citoyens vont voir à la fin de ces 3 commissions et rapports quelque chose qui en sortira, ils vont dire ouais, il y a peut-être quelque chose de nous là-dedans, mais ça ne sera pas tout à fait très clair. Mais un changement structurel, dans le sens que dans la Commission européenne, maintenant, tout le monde sait ce que c'est les citizen panels, les assemblées citoyennes, parce que tout simplement, tout à coup, ce truc, cet ovni, leur est planté dessus et ils doivent engager avec. Donc, je crois que ça aura un changement structurel pour la suite. Pour ce qui se passe maintenant, voilà, très longue réponse pour expliquer mon très court non. Ça veut dire que dans l'immédiat, c'est une usine à gaz? Non, pour moi, ce n'est pas une usine à gaz. Mais attends, je vais d'abord peut-être laisser parler Lise avant de m'engager sur… J'avoue que je te rejoins et je pense qu'il faut qu'on fasse attention au fait de souvent accoler usine à gaz au dispositif bruxellois. Oui, ça peut paraître et ça peut l'être, mais il faut qu'on réfléchisse, enfin, qu'on réalise aussi ce que fait Bruxelles, c'est à l'échelle d'un continent en fait. On est sans arrêt dans cette injonction de prendre en compte la particularité des territoires, de nos différentes situations, de nos différentes cultures, etc. Des politiques qui sont quand même très diverses sur de nombreux aspects, et en particulier sur la politique environnementale et climatique. Et entre une France nucléarisée et une Allemagne en sortie de charbon et du nucléaire, etc. Enfin, c'est ça. Et donc, quand on accole ou quand on stigmatise un peu justement le méta-processus de décision, on oublie qu'ils doivent justement composer avec ces particularismes et que quand ils ne le font pas, on est les premiers à dire « Non, mais attendez, vous ne prenez pas en compte les intérêts des mineurs polonais ou ceux de ceci, cela. » Donc, voilà. Et après, voilà, en ayant été au cœur de nombreuses usines à gaz, je sais que c'est des processus humains d'organisation qui ne sont jamais parfaits, dans lesquels on est toujours très frustré de nombreux aspects. Moi, je voulais simplement compléter le propos d'Yves sur, et peut-être prendre un pas de côté, parce que ce n'est pas le milieu duquel je viens, et moi, la conférence, alors Yves, pour ton information, c'est la conférence sur l'avenir de l'Europe, pas le futur, on ne traduit pas littéralement en français. Mais
moi, je la regarde avec curiosité parce que j'ai passé 10 ans au Parlement européen. Où on essayait de mettre en place des dispositifs de dialogue entre des parlementaires basés à Bruxelles et ce qui se passait localement. Et c'est toujours une prise de tête. Et en particulier en France, on était toujours super frustrés de se dire personne ne s'intéresse à l'Europe, personne ne s'intéresse à ce qu'on fait. Donc, moi, je regarde avec beaucoup de curiosité cet aspect-là. Mais je pense qu'il faut aussi le voir avec les yeux justement de personnes concernées par les enjeux climatiques ou même d'activistes, hein, en disant ce qui se joue. Ce n'est pas simplement une question de arriver à aménager, changer les pratiques démocratiques, la façon dont on essaie de construire les politiques publiques. Il faut aussi se poser la question de l'ampleur du changement climatique, de la crise de biodiversité, en fait, tous ces éléments dont on a conscience, on réalise, je pense, très peu et on commence à peine à mesurer à quel point ce qui est criant, c'est que nos systèmes politiques ne sont pas adaptés pour y faire face. Et que face à ça, plutôt, et qu'on est déjà dans un système un peu en crise de dépolitisation, de technicisation d'une partie de la décision, de déresponsabilisation, finalement, qui est responsable pour les politiques qu'on a. La taxe carbone, de ce point de vue-là, est un très très bon exemple en France. Et aussi on va dire, de désaffection de modes d'engagement politique un peu traditionnels. Et pourtant, en fait, c'est avec ces systèmes-là qu'on doit composer, qu'on doit arriver à aménager, en fait, pour qu'ils soient en capacité d'appréhender, en fait, ces problèmes, qu'on soit en capacité. Il y a ce dialogue, alors qu'il y a un peu un dialogue théorique et qui tourne un peu en rond sur, finalement, est-ce que c'est les démocraties ou les autocraties ou dictatures qui seraient les plus adaptées pour faire face au changement climatique, etc. Bon, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même sur le papier, ceux qui prennent les engagements climatiques les plus forts ou les plus proches de ce qui est nécessaire en termes d'efforts, ce sont les démocraties, mais qui a une véritable difficulté, en fait, à délivrer ces changements et à faire les arbitrages. On a toujours, en France, après avoir vécu justement la mobilisation contre la taxation carbone, qui était en fait très très peu à propos de la hausse qui était liée à la taxe elle-même, mais qui était un phénomène conjoncturel de hausse du prix du baril, de la baisse de la vitesse sur les routes secondaires en France, plein de mesures qui ciblaient quand même beaucoup en fait, les automobilistes, et sans doute énormément d'autres problèmes sociaux, de division de la société, etc. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on est sorti de ça, mais aujourd'hui, le débat des économistes en France maintient quand même qu'il faut qu'on fasse avec de la tarification du carbone, et que si on n'arrive pas à le faire en France, bon, il va falloir le faire au niveau européen. Donc, c'est une des discussions qui arrive, et c'est en fait tout l'enjeu. Plus, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, plus même que la conférence sur l'avenir de l'Europe, dont j'espère qu'elle nous permettra de trouver des outils et des façons de faire différentes, c'est comment on va faire pour mettre en place le Green Deal européen, ou le pacte vert européen, qui est quand même une vision politique qu'on n'a pas eu en Europe depuis un moment, alors qui a ses limites parce que sans doute très axé sur une forme de survie d'un modèle économique actuel, etc., mais qui essaye quand même en fait de se tourner là-dedans et pour lequel on n'a pas encore les recettes et la Commission est un peu en désespoir d'arriver à trouver comment ça ne reste pas simplement une négociation européenne entre les intérêts des États, mais c'est quelque chose qui est aussi approprié à d'autres échelons en fait. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, il faut essayer et c'est un appel à vous, en tant que personne intéressée, mobilisée sur ces sujets, de ne pas regarder ça simplement comme quelque chose l'innovation démocratique. Quand on dit innovation démocratique, ce qui m'énerve toujours, c'est que le terme innovation est toujours un peu galvaudé, où il y a un petit côté on innove pour innover, parce que c'est bien de faire nouveau, différent. Et on oublie qu'on a besoin aujourd'hui de cette innovation démocratique, parce que si on ne l'a pas, on n'est pas en mesure en fait, de répondre tout bêtement aux problèmes politiques qu'on rencontre aujourd'hui, d'arbitrage qui sont des arbitrages sociaux. En gros, on doit avoir un système qui nous permet de définir s'il y a un très grand nombre de perdants dans la transition écologique ou si on essaie de réduire au maximum et d'accompagner un maximum de personnes. Voilà, pardon, c'était mon engagé. Vous êtes, votre micro est coupé. Frédéric? J'aimerais juste, Yves, une réponse rapide. Tu as parlé du fait que c'était anticonstitutionnel tout à l'heure, de dire les citoyens décident et puis ça bascule en texte de loi, pour le faire simple. Qu'est-ce qui est réellement inconstitutionnel et comment est-ce qu'on peut rendre en fait l'idée que les productions citoyennes puissent être
adoptés par des exécutifs d'une manière ou d'une autre, sans nécessairement devoir repasser par un filtre X, Y, Z de modifications et de changements. Est-ce que ça, c'est possible techniquement? Si on leur a donné, par exemple, je donne un exemple, on est dans une commune à Bruxelles pour le moment en train de développer sur le climat une assemblée citoyenne. Moi, j'ai négocié avec les bourgmestres et le collège, donc le pouvoir exécutif de la commune, le fait que les citoyens proposeraient 15 actions détaillées, chiffrées et tout le bazar, et que le collège en prendrait 8 et les mettrait en œuvre et les financerait. Et on a décidé ça avant de démarrer. Est-ce que c'est illégal ou est-ce que c'est légal? Et comment est-ce qu'on crée en fait finalement ce lien entre l'égalité et les... Enfin bref, t'as compris, je m'arrête là. Ça serait d'inviter plutôt un constitutionnaliste. Moi, je suis Sciences Po, donc... mais en fait, c'est surtout quand on institutionnalise ceci. Donc, tant que le processus en Ostbelgien, que le Parlement bruxellois, par exemple, le Parlement bruxellois, en fait, c'est pas un décret, mais c'est un changement du règlement du Parlement qu'ils ont fait pour instaurer les commissions délibératives. Parce que, comme ça, le Conseil d'État ne pourrait pas dire que, en fait, c'est une loi qui propose que pour ceux qui ne sont pas belges, en fait, on a fait un référendum depuis la Deuxième Guerre mondiale dans ce pays et on a fini par presque s'entretuer. Donc, à ce moment-là, on s'est dit, on ne fera plus ça. Et donc, c'était sur l'abolation de la monarchie, pour ceux qui veulent savoir. Et en fait, donc, ce n'est pas seulement les assemblées citoyennes. En fait, cette réglementation du Conseil d'État vient justement pour les référendums. On ne peut pas faire un référendum en Belgique. Mais en fait, les assemblées citoyennes, qui n'existaient pas au moment qu'on a fait la loi, tombent en fait un peu sur... En fait, le Parlement ne peut pas se lier à une autre instance. Ça veut dire que le Parlement ne peut pas dire en avance, on va laisser X, Y, Z décider, et après, on fera ce qui en sortira. Parce que ça serait très vite pour un groupe de lobbyistes qui dira « Ah, nous, on veut aussi faire un petit comité, et vous vous liez à nous, et vous ne pouvez plus changer ce qui en sort. » Deuxièmement, je comprends que c'est important pour l'urgence climatique, mais venant des assemblées citoyennes, il faut aussi un peu regarder que on ne commence pas à en faire un outil parce qu'il y a une sorte de sentiment d'urgence et de force et que les assemblées citoyennes sont à part entière une façon démocratique de travailler. Il faudra considérer que si vous faites ça pour le climat, il faudra le faire aussi pour d'autres. Est-ce que vous voulez une assemblée citoyenne sur l'immigration, mise sur place par un parti politique en majoritaire en Flandre, qui dit « et après, ipso facto, on fera ce qui en sortira ». Sans débat politique, non. Les citoyens ont parlé. Donc, et c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ce qui est très, très important, et je crois que la Convention citoyenne en France a été très bien faite, quoique aussi, et Lise, on peut en débattre, il y a des gens qui sont aussi dit, oui, mais dans certains des sous-comités, on parlait en grand groupe et ce n'était pas toujours très clair si tout le monde pouvait parler ou les experts avaient peut-être plus de... etc. On peut rentrer dans le détail là. Mais l'évaluation devient hyper important. Au moment qu'on va dire, ça devient même, pour moi, ça ne doit jamais être ipso facto strict, oui, mais déjà, l'évaluation devient quelque chose de plus en plus important pour nous. On sort de la phase d'innovation, pour moi, oui, innovation dans le sens expérimentation. On a fait en Irlande, changement de la constitution, en Ostbelgien, on a tant d'expérience, on sait un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais pour l'instant, il y a très peu de processus où il y a une évaluation indépendante après pour dire, bon, ça a été bien fait ou pas bien fait. Et par exemple, maintenant, il y a une grande ville, une capitale européenne qui va faire quelque chose sur le climat, mais ils sont très pressés. Donc, leur phase d'information, ce sera probablement 2 ou 3 soirées, peut-être 4 ou 5 heures. Bon, est-ce qu'on veut en fait que, ipso facto, le conseil de cette ville dit « Ah ouais, les citoyens ont parlé. » Oui, mais à ce moment-là, quelqu'un qui est un peu plus critique pourra dire « Mais attends, ils ont écouté 2 ou 3 soirées. » Ou même quelqu'un qui est engagé sur le climat dira « Oui, mais ils ont choisi pour le plus obvious, pour le plus… S'ils auraient écouté plus longtemps, ils auraient su que
le carbon capture, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein, vous pouvez vous imaginer même des débats où des gens qui sont pour le climat ne seraient pas contents avec ce qui sort. Ce qui est le plus important, c'est que ça renforce cette accountability. Pour moi, le fait que le citoyen a eu le temps, un groupe de citoyens délibérés, de dire, voilà, nous, on se retrouve tout à fait, et dans beaucoup de cas, je crois qu'aussi la Convention citoyenne pour le climat, c'est plus que 90% qui sont d'accord sur leurs propres propositions. Je dis toujours, un homme ou femme politique, de dire non à cela, met la barre assez haute. Là, c'est le moment pour vous de prouver pourquoi vous avez cette position spécifique et que vous êtes l'homme ou femme vraiment spécial qui a le chauffeur et le grand salaire, hein, et qui a une pension qui est 4 fois la nôtre. C'est à ce moment-là que vous dites non aux citoyens, qui voudra prouver que pourquoi vous avez un argument qui peut décortiquer cela. Mais dire ipso facto non, pour moi, ça veut dire qu'un jour, si c'est sur la peine de mort ou sur... avant de dire qu'on le fait pour le climat, alors on ne peut pas dire non le jour où quelqu'un vient avec un autre sujet. Et là, je voudrais d'abord qu'il y ait des critères en béton d'évaluation avant de dire oui à cela. Voilà. Frédéric, c'est toujours long avec moi. J'étais académique pendant 15 ans. Je dis toujours, je suis recovering académique, un peu comme les alcooliques recouvrants. J'ai l'habitude de parler dans des blocs de 2 heures, donc mes excuses. Une question pour toi, Yves. Tu as parlé tout à l'heure du rôle des médias qui avait été très mineur, notamment dans les pays anglo-saxons. Quel devrait ou quel doit être ou quel pourrait être le rôle des médias pour participer au succès d'un processus d'une assemblée citoyenne? C'est une question que vous pouvez autant poser à Lise, parce que en temps dans sa carrière avant, elle a fait des campagnes aussi électorales. Donc ce rôle très bien. De porter une idée, en général, pour nous, un mini-public, comme on l'appelle, hein, une assemblée citoyenne, un jury citoyen, un panel citoyen, tant que vous voulez donner de nom, on appelle ça un peu en général un mini-public. S'il n'y a pas de lien avec le maxi-public, il travaille dans un vide. Hein. Et donc, le rôle des médias, mais aussi de la société civile, de porter de ce qui en sort, mais aussi d'être ancré, parce qu'on parle toujours de l'ancrage avec la politique, mais il y a aussi un ancrage avec la société civile, avec les organisations qui travaillent sur un sujet, etc. Comment est-ce qu'on fait qu'ils ne se sentent pas dépassés? Comment est-ce qu'on les ancre dans le travail des citoyens, etc. C'est très important. Ça porte en fait une idée, et surtout sur le climat. Hein, Lise l'a dit, en France, on a parlé d'éducation. En fait, en UK, je crois que c'était aussi la première chose mise en avant dans le rapport, c'était l'éducation. On sait que vous aussi, vous direz, mais on sait ce qu'on doit faire, mais c'est en fait, on doit aussi apporter cette idée à un public plus large. Et une convention citoyenne aide à tirer 150 personnes de ce public plus large, mais si on n'a pas d'ancrage en fait, on ne doit pas convaincre, et pour ça je suis convaincu que le référendum n'est pas toujours le bon moyen, mais que les personnes qui sont en dehors de la salle ont l'impression, ouais, moi je n'ai pas tout suivi, mais en fait ce groupe-là, apparemment, il y a des gens comme moi là-dedans, que je suis de droite, de gauche, pro-climat, contre-climat, qui ont fait tout ce travail, et apparemment ils sont quand même vachement d'accord sur ce point. Probablement il y a quelque chose qui tient. Et cet aspect de légitimité, on dit toujours dans notre communauté, design for legitimacy. Le design doit être que quelqu'un qui n'est pas dans la salle, quoi qu'il est activiste, citoyen, regarde cela. Et donc, le rôle des médias, mais aussi des porteurs de cette histoire, sont hyper importants. Cette légitimité sort du fait que quelqu'un en dehors de la salle ne doit pas relire tout le travail. Autrement, le groupe serait inutile en soi. Il fait un travail pour ses autres citoyens. Il fait presque un devoir comme un devoir militaire. Il s'engage, moi je ferai le travail, toutes ces heures d'études, mais après, il faut que les autres citoyens savent que ça se passe et voir que ce travail est bien fait et tout ça. Donc voilà, Lise, je te laisse avec ton expérience de toutes les campagnes de passer des messages et le rôle des médias. Oui, alors je vais reformuler la question autrement. Quel a été le rôle des médias pendant la période de l'Assemblée, de la Convention citoyenne? Et si c'était à refaire, comment est-ce que tu estimes que les médias devraient se comporter pour accompagner
positivement ce genre de processus. Je signale juste que j'ai mis dans le chat une capture d'écran. C'est un graphique qui avait été réalisé par des chercheurs en sciences politiques à Grenoble, qui avaient fait un comparatif entre la composition de l'Assemblée nationale et celle de la Convention citoyenne sur des aspects âge, catégories socio-professionnelles, etc. Et ça illustre ce que Yves disait là-dessus, mais sur une des forces et cet aspect de légitimité de la Convention qui pointe, en fait, qui montre quand même qu'aujourd'hui, la décision publique, alors dans toutes les limites que connaît l'Assemblée nationale française, certains profils ou certains vécus, on va plus parler de vécus, ne sont pas représentés en fait dans l'Assemblée. Les ouvriers ont littéralement disparu de l'hémicycle français depuis nombre d'années, etc. Et c'était aussi un des intérêts de la Convention que d'essayer d'assurer cette parole, ce qui n'est pas un exercice facile. Et comme Yves le pointait, il y a eu des questionnements sur est-ce que les petits groupes de travail qui avaient été créés étaient suffisants pour permettre aux personnes qui avaient moins de capital culturel ou de facilité d'expression pouvaient le faire ou non, etc. Personnellement, pour avoir vu la machine vraiment de l'intérieur, je trouve qu'il y a un travail formidable et hyper intéressant qui a été fait et qui tenait pas non seulement à l'encadrement et la facilitation qui était mise en place, mais qui tenait aussi beaucoup finalement à la conscience qu'avaient les membres de l'importance d'entendre la parole de tous et de s'inquiéter quand quelqu'un ne parlait pas, de dire non mais attends toi, pourquoi tu parles pas et tu nous dis pas pourquoi si tu es pour ou contre l'obligation de rénovation des logements, par exemple. Et il y a des gens qui s'expriment en disant, en fait, je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure parce que moi, ce qu'on propose, ça va mettre dans la merde et je ne pourrai pas payer ou mon propriétaire va en profiter pour me dégager de mon appartement, etc. Donc, il y avait aussi cette attention qui était aussi humainement importante et hyper intéressante. Et qui reflétait aussi le fait que les participants qui sont venus, ils ne sont pas venus dans la première raison qu'ils ont donnée sur la raison pour laquelle ils venaient. Ce n'était pas parce que le réchauffement climatique faisait partie des choses auxquelles ils pensaient tous les jours et pour lesquelles ils étaient à fond. Même s'ils étaient nombreux à dire qu'on était dans ce moment où tout le monde commençait à dire « Ah oui, c'est vrai que l'environnement, il y a un problème ». Mais pour eux, c'était le civisme. C'était l'État les appelait et leur demandait de contribuer à la société. Et c'était ça. Et c'est la première leçon qu'on retient finalement de la Convention, c'est dans le pays des plus grands râleurs au monde auquel j'appartiens, qui sont jamais contents, où on a cette tradition de grève, de manifestation, etc., et de montrer son opposition très fortement avec une polarisation des débats qui parfois n'a rien à envier à ce qu'on a vu outre-Atlantique. Mine de rien, il y avait cette volonté de contribuer, cette volonté d'entrer en dialogue qui était ultra intéressante. Voilà, c'était mon petit point. Sur les médias, justement, où on retrouve justement cette polarisation et des traits, etc., c'est extrêmement compliqué de répondre parce qu'il y a le cadre souhaitable de ce qu'on voudrait que la sphère médiatique soit et du rôle qu'ils accomplissent. Et il y a un peu ce que c'est dans la réalité. C'est les appels à il faudrait que les médias fassent ceci, cela, etc. En fait, je pense que depuis quelques années, j'ai simplement arrêté parce que c'est un casse-tête incroyable que de vouloir ça. Et il n'y a pas assez de travail et de force vive dans la société qui aujourd'hui essaye de changer un système qui est beaucoup basé sur le profit, l'intérêt et qui a vécu le tournant numérique d'une façon qui ne s'est pas toujours fait au service de la qualité de l'information, pour le dire de façon euphémique. Donc, je dirais simplement que ce qui est intéressant, c'est que la Convention, mais comme avant les Gilets jaunes, ont été des formes d'ovnis politiques qui ont beaucoup interrogé les médias et qui ont eu une forme de difficulté à couvrir. En fait, tout ce qui est nouveau et qui sort des marronniers habituels sur c'est la rentrée, est-ce que les allocations sociales ne servent pas à payer des iPhones ou autre chose, ou le marronnier de c'est le bac ou les grèves sociales, etc. Les sujets finalement qu'on voit depuis des années, où on pourrait et on s'amuse beaucoup en France à faire ça, à montrer les images de quand on a baissé la vitesse de, je ne sais plus, 100 km/h sur les routes à 90 km/h et que les gens râlaient, avec les dernières images des automobilistes dans Paris où on est passé de 50 à 30 km/h et où les gens disent littéralement la même chose. Ça amuse beaucoup les médias, ça nous interpelle aussi. Mais en dehors de ça, les phénomènes politiques nouveaux comme ont été la mobilisation sociale des Gilets jaunes et la Convention, ça ne rentre pas dans les cadres, ça ne rentre pas dans les cases ou dans ce qu'ils font d'habitude. Donc
types de couverture ont en fait finalement beaucoup varié. On a eu de la part de la presse, je pense économique, avec les Échos ou encore même le Figaro, qui est marqué plus à droite en France, une couverture qui a été très sympathique et assez enthousiasmée, qui reflétait aussi la découverte qu'avaient les journalistes qui nous ont suivis. Il y avait un groupe qui nous accompagnait de l'intérieur, qui devait respecter des règles pour ne pas dévoiler l'identité des personnes, etc. Mais cette couverture a beaucoup changé, en fait, une fois que la Convention a présenté ses résultats et qu'on est retourné dans un jeu politique plus normal. Et là où un peu chacun est revenu sur son centre de gravité habituel, etc. Mais finalement, c'est interpellant de se dire, ça questionne et ça interpelle un peu ces médias. Et voilà, donc après, sur ce qui devrait être fait, ce qui aurait dû être fait différemment ou autre, je pense que ce qui compte déjà, c'est mesurer l'écart entre un monde, une sphère politico-médiatique à laquelle j'appartiens, hein, mais où on est habitué à un certain degré de violence et où on a des pratiques auxquelles on est habitué, et le fait que tout d'un coup des gens débarquent qui sont tout à fait nouveaux, alors qui vont prendre les codes et qui deviennent très très bons, hein. On a des membres de la Convention, c'est devenu des habitués des plateaux télé, ils deviennent quasiment des commentateurs de la vie politique. Mais il y en a qui sont restés loin, il y en a qui ont été critiques, qui n'ont pas voulu parler avec les médias, il y en a qui ont essayé, qui en sont revenus. Voilà, il y a eu différentes en fait, formes d'interaction de ce point de vue-là. Et c'était aussi des échanges qui ont un peu changé, je trouve, les journalistes, et ce sera un travail assez intéressant à conduire, de comprendre comment les journalistes qui ont suivi l'ont vu. Et c'était très différent des journalistes qui ont débarqué juste à la fin et qui étaient justement devant le palais d'Iéna en train de commenter comme si, voilà, comme si on était en train de voir un match de foot. Donc, voici sur cet aspect-là médiatique. Sur la question des médias, j'ai écouté un dialogue entre Cyril Dion et Jean-Marc Jancovici il y a quelques jours. Et la question qu'on posait à Jean-Marc Jancovici, c'était, bon, est-ce que les médias peuvent faire œuvre de pédagogie par rapport à l'urgence environnementale, pas seulement le climat? Et lui était très, très, très sceptique. Il était très sceptique en disant, écoutez, les médias, ils sont là pour faire le buzz, pour avoir de l'audience et de la rentabilité. Et donc, trouver des anecdotes pour faire le buzz, c'est pas toujours compatible avec une œuvre de pédagogie. Et ils ajoutaient à ça que les algorithmes qui relaient les informations via les réseaux sociaux fonctionnent surtout en fonction du nombre de commentaires. Donc, plus une info est soumise à des commentaires, quelle que soit la qualité des commentaires, plus une information reçoit beaucoup de commentaires, plus elle est mise en avant. Et donc, ça ne favorise de nouveau pas la mission en théorie pédagogique que pourraient jouer les médias. Vous avez le même regard pessimiste tous les deux? J'avoue que sur ce point, le premier point, moi, je le rejoins là-dessus, sur le pouvoir des médias est énorme. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, il y a 4 ans, en 2018, pardon, donc il y a 3 ans, quand, après les élections de mi-mandat, et quand arrive notamment au Parlement un peu une partie des nouveaux élus, dont Alexandria Ocasio-Cortez et d'autres personnes, et que émerge le mouvement Sunrise, qui occupe le bureau de Nancy Pelosi, et donc c'est un peu le début de cette mini-révolution américaine intéressante. À l'époque, quand on interroge les électeurs américains sur le Green New Deal, ce qui représente en gros grand programme d'investissement pour faire face au changement climatique, les inégalités sociales, etc., en fait, des deux côtés, chez les démocrates comme chez les républicains, on a le même niveau de soutien, en fait, quasiment. C'est hyper interpellant. Et il y a une étude qui a été conduite, qui a été publiée dans la revue Nature, qui montre en fait qu'il y a eu un effet Fox News, où le battage médiatique et les attaques en fait, contre le Green New Deal et les gens qui le portaient ont contribué à retourner deux énormes tiers de l'électorat républicain contre le Green New Deal. Et on a d'autres papiers encore récemment qui montrent que depuis finalement, en début des années 90, sur les enjeux climatiques, il n'y avait pas de division partisane en fait, importante qui existait, et que ça se nourrit, ça s'introduit au fur et à mesure, et que les médias ont joué un rôle très très important dans ce cadrage et cette fixation médiatique, ce qui est hyper flippant. Le deuxième micro-point, c'est qu'il faut aussi qu'on regarde les médias, pas seulement comme des médias, comme des relais en fait, au milieu entre des mondes qui se parlent, mais aussi comme des acteurs de nos sociétés qui jouent un rôle
aussi par rapport à ce qu'on peut dire, enfin, à faire avancer la cause climatique. Et à ma connaissance, un des endroits les plus intéressants de ce point de vue-là, c'est le Royaume-Uni, où il y a eu un vrai travail mené par des groupes d'activistes pour amener des médias à prendre position sur pas investir, alors quand ils avaient des portefeuilles, ce qui est quand même très rare, mais à ne pas soutenir des pubs, publier des pubs qui viennent de milieux, de boîtes de fossiles, etc. Et le Guardian l'a fait très tôt, etc. Et je trouve qu'on met beaucoup de temps en France, en Belgique et même en Allemagne, en fait, dans d'autres États sur l'Europe continentale, à arriver à ce niveau-là, alors que c'est un levier quand même très intéressant, sur lequel on peut faire bouger, je pense, dans la pratique, beaucoup de médias. Mais ça, voilà, on a besoin d'activistes, on a besoin de gens qui dédient du temps, non pas à juste leur demander de faire quelque chose qu'ils ne sont pas capables de le faire, mais leur proposer des actions très concrètes pour le faire. Merci. Donc, Yves, le rôle des médias, sceptique ou pas sceptique? Je crois que, pas seulement sur le climat, hein, mais par exemple pour les innovations démocratiques, je dirais qu'un peu le problème de démocratie délibérative, que ça va à l'encontre. Parce que médias, je dirais qu'il y a la partie news des médias et alors médias plus larges. Hein. Je veux dire, moi je parle surtout de ce qui est les infos. En fait, il y a deux éléments qui sont très, très difficiles pour un journaliste quand il regarde un processus délibératif, c'est hyper barbant. Pour nous, c'est hyper excitant, mais en fait, c'est des gens qui, en silence, travaillent dans des petits groupes, écoutent des experts, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de grands discours. Et donc, en fait, les deux grands éléments des médias et les évolutions dans les médias, c'est la polarisation, hein, d'accentuer le pour et le contre, un peu le spectacle, parce que ça génère des clics. Hein, nous, tout le monde entre nous, il y a de la recherche là-dessus. Il faut être très fort pour ne pas cliquer sur les 10 arguments pourquoi que les gens qui sont pour le climat sont des idiots. Hein, si vous ouvrez YouTube, vous allez trouver, ils vous tentent presque de cliquer dessus. Et ça marche très fort. Hein, il y a de la recherche là-dessus. Il faut être hyper fort pour… Donc, en fait, de générer un peu un débat, je disais, quand je donnais théorie politique, je disais toujours, je peux être tous les jours dans le journal, invité comme speaker, si je dis que dans le monde académique, les femmes ont déjà assez à dire et qu'ils devraient un peu se taire avec leur… Je serai invité sur tous les plateaux, tous les jours. Professeur d'université qui a un truc comme ça. Hein, il y a Jordan Peterson qui a fait toute une carrière rien que dans cela. Hein. Vous pouvez trouver 99 profs qui disent la différence. Ils vont inviter le gars qui dit un truc cassant comme si un prof d'université dit que ces grands-parents du climat, c'est en fait des gens maintenant il sera invité sur un plateau parce que il faut une polarisation, ça attire, il faut un pour et un contre. Et donc, dans le délibératif, c'est en fait toujours un peu la recherche du moyen. Et en fait, les gens qui arrivent, aussi les citoyens professionnels qu'on voit dans des town hall meetings, c'est souvent des gens qui sont contre, qui sont fâchés, il y a de l'activisme. Les citoyens les a vus pendant des semaines et des semaines. C'est des gens qui, justement, font ce devoir citoyen. C'est des gens un peu barbants, pour le dire. Et donc, il y a le pour et le contre. Et deuxièmement, la personnalisation. Hein, on aime bien les personnages politiques ou des Macron contre Zemmour, contre Marine Le Pen, tandis que les 150 citoyens, c'est un peu une diversité, c'est des gens normaux, ils ne disent pas des choses très cassantes. Donc, pour les personnaliser, et on voit très bien que souvent, c'est le petit angle que beaucoup de médias essayent de quand même faire dans ces aspects de délibération. C'est de trouver très souvent, et c'est peut-être une bonne chose, si vous regardez les grands articles que Der Spiegel a fait ou qu'on a fait sur l'Irish Citizen Assembly, c'est souvent justement la personne que le unusual suspect, le gars qui n'a pas de diplôme, qui travaille à la poste, qui tout à coup a voté pour le marriage equality, tandis qu'il était contre les gays au début des petites histoires comme ça. Tandis que le contenu, en fait, quand vous lisez beaucoup là aussi, hein, regardez votre journal, en fait, beaucoup d'articles sur la politique ne parlent pas du contenu de la politique. C'est le MR est contre, le PS est pour, mais blabla dit. En fait,
un journaliste écrit 5-6 pages par jour, 5-6 petits articles par jour, et chaque fois travailler sur le contenu. Et encore une fois, toutes ces innovations démocratiques ne permettent pas très fort de... Il faut vraiment écrire quelque chose. Et là, peut-être que, dont vous parlez, hein, quelqu'un qui fait des documentaires, ça l'énerve, parce que le contenu, mais le contenu, c'est du travail, c'est un format complètement différent. Donc, je suis sceptique ou pas. En fait, je vais vous dire peut-être quelque chose de... Mais je le disais, j'étais prof de Sciences Po, mais ça fait 6 ans que je n'ai plus d'abonnement à aucun quotidien. Je n'ai pas d'abonnement aux 2 standards. Je regarde les sites un peu tous les jours et ça me donne assez d'informations. Un jour, j'ai décidé que ça me rapportait en fait presque rien de lire le quotidien. Donc, je n'ai pas de télé, je ne regarde pas le journal, donc je ne regarde pas le journal télévisé, je ne regarde pas les débats de Afspraak du côté flamand. Et les gens me tweetent, vous avez vu Jean-Marie de Decker pour les Français et les Suisses, je m'excuse 2 secondes, c'est des personnages comme Zemmour ou qui disent des choses très cassantes, et je dis toujours non, je ne suis pas énervé, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Et en fait, ça n'a pas très peu changé ma vie. J'étais prof d'université, j'ai fonctionné parfaitement, je suis maintenant le directeur de quelque chose qui travaille politique-démocratie. Je sais quel parti existe, je sais les grandes lignes et je m'informe à lire des livres et regarder des documentaires et d'être dans des débats. En fait, pour moi, en fait, il y a très peu de contenu. Si vous regardez votre journal, il y a très souvent très peu de contenu là-dedans. Voilà, je finis avec quelque chose de très cassant peut-être, mais voilà. Pour moi, les médias, ça fait depuis un bout de temps qu'un certain aspect de cela, j'ai décidé de plus suivre de très très près. Et je ne suis pas sur Facebook. Ça m'épargne aussi beaucoup de battements de cœur et d'énervement. Voilà. Ok, alors une dernière question pour vous deux. Vous avez déjà abordé, mais c'est une manière de conclure et de faire un peu la synthèse. Si c'était à refaire, une nouvelle convention citoyenne, que ce soit pour le climat, l'urgence climatique ou peu importe le sujet, si c'était à refaire, qu'est-ce qu'il faudrait changer en amont, pendant ou en aval? Lise? Si c'était à refaire, j'aimerais bien revenir au jour où j'ai dit oui pour rejoindre la convention, où on m'avait dit que ça serait quelques jours par semaine pendant 4 mois. Non, pardon. Bon, c'était vraiment une aventure fabuleuse et quelque part, après avoir vécu ça, je souhaite en fait quelque part à tout le monde, soit de le vivre du côté des organisateurs, soit d'en être témoin de près, soit même d'être tiré au sort. Et Yves mentionnait les expériences parisiennes qui se déroulent, et j'ai un ami qui a eu la chance d'être tiré au sort, et je suis extrêmement jalouse en fait, parce que je pense que c'est une formule extrêmement intéressante d'expression et d'expérience à vivre. Et pour répondre à cette question, en fait, c'est très compliqué pour moi, parce que j'ai l'impression qu'on a construit quelque chose de très grand et très, très gros. Certains disaient la souris a accouché d'une montagne, et non l'inverse. Et, et qui fait que j'ai l'impression que si on modifie certains des paramètres ou certaines décisions qu'on a pu prendre, il peut y avoir un effet papillon et se dire finalement le résultat serait très différent ou pas aussi visible, impactant, etc. Donc je pense que l'intérêt n'est pas de se dire qu'est-ce qui serait quelque part à changer, même si il faudrait créer un mécanisme qui empêche cette déception après, etc. Comme Yves l'a souligné, on n'a pas encore la recette, et je ne pense d'ailleurs pas qu'il y ait de recette miracle. On peut simplement essayer de s'adapter, de créer dans des contextes des éléments qui permettent de sortir d'impasse politique et de faire avancer quelque part le dialogue et de ne pas le faire régresser. Et encore une fois, Yves l'a très bien dit, hein, il faut qu'on soit, quand on s'engage dans ces jeux-là, prêt à entendre les conclusions qui vont être données, même si ces conclusions ne vont pas dans le sens, ne sont pas un copier-coller de déclarations de Greenpeace ou d'autres. Il y a, c'était le cas notamment, il y a eu un jury citoyen en Finlande, dont les résultats, finalement, peinaient un peu le gouvernement auquel appartiennent les Verts finlandais, hein, qui essayaient de pousser plus loin, et la réponse du jury citoyen, c'était quand même « ou attention, pas trop vite, pas trop fort, pas de taxation, des exemptions, etc. » Donc il faut être prêt à l'entendre. C'est aussi une question de guider. On a besoin aujourd'hui de guider beaucoup mieux l'action publique que la façon dont on l'a fait, soit par du gouvernement des experts, soit à coup de sondages qui sont des photographies toujours interprétables dans de nombreux sens, etc.
Et ce n'est pas une solution miracle, les assemblées citoyennes, et en particulier les assemblées citoyennes pour le climat, mais on s'aperçoit qu'on manque sérieusement aujourd'hui d'outils pour arriver à délivrer le changement dont on a besoin. Donc j'ai envie de dire, plutôt que se tourner, apprenons des erreurs, mais essayons plutôt de créer les espaces et les opportunités politiques pour faire advenir plus d'innovation. Yves, si c'était de la refaire? C'est un peu comme demander si c'était à refaire la première fois que vous avez essayé de rouler à vélo, comment vous referiez? Ben non, je crois que les derniers mots là de Lise sont effectivement, ben, il faut apprendre, il faut expérimenter. La seule chose que je crois qu'il faudrait refaire pour le cas français spécifique, c'est qu'il y aurait eu une explication plus détaillée du mandat et de ce que la réponse serait du gouvernement. Mais il faut faire ces expériences. Il ne faut pas oublier qu'on parlait d'innovation démocratique. La démocratie délibérative, il y a 10 ans, n'existait presque pas, sauf quelques cas, British Columbia au Canada. Il n'y a presque aucun changement dans la politique et des institutions tellement renouvelantes qui a été fait sans une révolution sanglante à cette vitesse qu'on le fait maintenant. Donc, il faut aussi un peu prendre la pause et apprendre. Et par exemple, Lise fait partie elle l'a mis dans le chat, d'un réseau où il est très central et a fait un travail magnifique qui s'appelle NOCA, c'est Knowledge Network, désolé encore en anglais, mais un réseau de connaissances sur les assemblées citoyennes pour le climat. Je crois que cette expérience française était... On a fait un travail extraordinaire. Oui, il y a des choses qu'on peut apprendre et qui sont à refaire. Je crois que pour moi, deuxième chose qui est en discussion, c'est est-ce qu'on fait des uniques assemblées? Quelqu'un dans le chat l'a bien demandé au niveau géographique, mais on peut aussi dire en thématique. Est-ce que le climat n'est pas un sujet tellement important qu'une assemblée pour le climat, est-ce qu'il ne faut pas des assemblées sur le climat? Et comment les organiser alors? Est-ce que ça ne doit pas être quelque chose de plus institutionnalisé? Et comment organiser cela alors? Au lieu de faire un truc magique où on espère tout à coup en sortira la réponse unique. Et là aussi, Lise a bien raison. Ce n'est pas tout à coup la baguette magique qui va changer tout. Donc, à refaire, un mandat très clair. La déception, c'est la pire des choses. Et en tirer le plus de leçons possible. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, aussi par ce webinaire-ci. Michel, merci pour l'invitation. Mais merci à vous deux. Donc, il est 3h30. Donc voilà, on arrive au terme de cette session Zoom. Je vais passer quelques secondes la parole à Thérèse qui terminera ainsi la session. À toi, Thérèse. Voilà, bonjour, rebonjour. Oui, je voulais juste vous revenir sur la mobilisation du 10 octobre. Donc, il s'agit de revenir dans les rues pour montrer au gouvernement que la mobilisation climat n'a pas faibli et est toujours là de plus en plus, avec de plus en plus de pression, parce que de plus en plus partagée par un grand nombre de citoyens, surtout après l'été que nous avons eu. Donc cette marche, évidemment, elle précède aussi la conférence de la COP26, donc une conférence des Nations Unies pour le climat qui a lieu à Glasgow un mois après. C'est donc très, très important que la société civile belge soit présente, soit dans la rue, ou enfin, dans les rues, donc dans la rue à Bruxelles ou ailleurs. J'espère que ça pourra se faire à Bruxelles. Nous avons lancé dans la précédente newsletter quelques appels, entre autres pour avoir des musiciens qui peuvent accompagner notre groupe, avoir aussi des idées de slogans. Si vous avez des idées d'un slogan bien bref qui peut s'écrire en grand sur une affiche A2 et qui est plutôt tourné vers la solution que vers l'alarmisme. Ça, c'est l'orientation du conseil d'administration. Donc, faites-nous part de vos idées, toujours à l'adresse grands-parents pour le climat, donc gpc@gpclimat.be. Également, si vous êtes prêt à tenir un stand à la fin de la manifestation, si vous préférez cela
à la marche qui va effectivement être longue et prendre quelques heures, entre 13 et 16 heures, je pense. Donc, faites-nous part de vos possibilités si vous en avez, et d'autres idées sont toujours bienvenues. Donc, j'espère qu'on va se revoir à ce moment-là, que justement on pourra partager un peu la convivialité qu'on n'a pas pu avoir ces derniers mois. Et je vous y donne rendez-vous. Voilà. En tout cas, merci pour votre assiduité et merci aux conférenciers. C'était vraiment très, très passionnant. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une belle après-midi. Au revoir. Salut. J'aurais pu te le dire, hein, Michel, mais quand vous mettez la vidéo en ligne, si tu as le lien, ça m'intéresse parce que j'ai plusieurs personnes qui vont vouloir la réentendre, si c'est possible. Ça va? Oui, donc elle est enregistrée. Maintenant, je vais voir comment je vais la récupérer. Super, merci beaucoup. Je vais apprendre. Bon après-midi, salut. Merci, toi aussi. Salut.